Merci à toute l'équipe de Penser l'émancipation qui m'a invitée. Et je dois vous dire que je me suis sentie honorée par cette invitation, notamment parce que je pense que c'est un événement important, mais également parce que j'ai l'habitude d'intervenir dans des espaces majoritairement non blancs et que j'ai aujourd'hui l'occasion de parler dans un espace tendanciellement blanc. C'est un autre exercice et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. D'habitude, j'ai l'habitude de commencer en disant salam alaikum. Je pourrais vous dire bonsoir, mais j'ai très envie de vous dire salam alaikum. Alors, le titre de mon intervention, c'est Dieudonné au prisme de la gauche blanche ou comment penser l'internationalisme domestique. Alors, j'ai choisi de parler de Dieudonné parce que il m'a semblé important de parler de l'antiracisme en conjoncture et dans les enjeux auxquels nous faisons face. Et c'était pour moi l'occasion, donc justement, de parler d'un problème qui est compliqué pour nous. Voilà. Donc Dieudonné au prisme de la gauche blanche ou comment penser l'internationalisme domestique. Alors, avant de commencer, permettez-moi de faire un petit préambule en 4 points. Alors, je voudrais prévenir que mon propos n'est pas de gauche. Et il n'est pas de droite non plus. Il n'est pas extraterrestre, il est décolonial. Et j'ai envie de vous dire qu'à la fin de mon intervention, ce sera à vous de décider s'il est de gauche ou pas, ou en d'autres termes, s'il pourrait vous appartenir, ou en d'autres termes, si vous pensez qu'il pourrait s'intégrer au logiciel politique de la gauche radicale. Je vous invite également à garder en tête que je suis une indigène de la République, qu'il s'agit là d'un statut politique et social, que je parle à partir de l'expérience historique et sociale d'un sujet colonial, et cette positionnalité introduit dans le débat et dans la lutte une dialectique et des conflictualités paradoxales qui mettent en évidence un autre axe de clivage, qui est la race et la colonialité du pouvoir, et qui souvent brouille le clivage gauche-droite. C'est ce brouillage que nous tentons d'expliquer par le concept d'espace-temps, mais que je n'ai pas le temps de développer ici. J'appartiens à une organisation politique et qu'au sein de celle-ci, nous réfléchissons principalement en termes d'enjeux politiques, de rapports de force, de pouvoir, de stratégie, et non en termes de morale abstraite et de principe. Enfin, retenez cette citation de Sadric Yarri, membre du PIR et auteur de la contre-révolution coloniale de Gaulle à Sarkozy, j'ouvre les guillemets, parce qu'elle est le partenaire indispensable des indigènes, la gauche est leur adversaire premier. Je commence. Donc, dans un documentaire récent de Moustapha Kessous, dont le titre est « Français d'origine contrôlée », diffusé sur France 2 à l'occasion des 30 ans de la Marche pour l'égalité, et qui retrace la trajectoire des militants issus de l'immigration, une des interviewées, Hanifa Tagelmint, explique, j'ouvre les guillemets, « En 83, on s'est offert à la France. On s'est offert à elle. Je suis sûre que si ce jour on m'avait dit « Allez, mangez tous du jambon », je ne sais pas si on ne l'aurait pas fait. On s'est offert à la France et elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Mais on était vraiment prêts. La devise française était pour nous la plus belle devise au monde, la plus belle. Il y a eu un raté, un vrai raté. L'histoire a bugué à ce moment-là. On est monté dire à la France « On t'aime, aime-nous » et on est revenu chez nous la queue entre les jambes. Et du coup, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Fin de citation. Je reviens sur 2 idées fortes de ce passage. Le premier, on était prêt à manger du porc. Aujourd'hui, ce serait un propos hallucinant. Aucun musulman, quelle que soit sa pratique, n'oserait, ne souhaiterait ou ne penserait même à tenir ce genre de propos. Un tel projet d'intégration-assimilation serait vécu comme une haute trahison, une aliénation, un grave renoncement à soi, à son histoire, à son héritage culturel. En 30 ans, on a changé de monde. Le deuxième point, on est monté dire à la France « On t'aime, aime-nous ». Je décrypte. Nous qui ne sommes pas légitimes à tes yeux, nous qui sommes des bicots,
Nous qui ne sommes pas de vrais Français de souche, fait de nous des Français. La marche pour l'égalité contre le racisme, effectivement, ça n'était pas une lutte pour l'égalité des salaires, ni pour l'augmentation du SMIC, ni pour la retraite. C'était une lutte de sujets coloniaux désirant être traités comme des citoyens légitimes, bêtement devenir des Français comme les autres. Ce qui nécessairement devait commencer par l'arrêt des violences et crimes policiers. Nous ne sommes pas du gibier à flics, disait-il. Ce qu'ils n'ont pas obtenu. Puisqu'à défaut d'une véritable citoyenneté, ils ont obtenu le droit d'être des immigrés plus longtemps. Ils ont obtenu la carte de 10 ans. Ce qui n'était pas leur revendication. La véritable revendication, c'était d'être aimé. Et je dois vous dire que c'est toujours le cas. Croyez bien que je le regrette. Mais la gauche de gauche, méfiante de tout ce qui n'entre pas dans le cadre des rapports socio-économiques, ne le comprend pas. En revanche, Alain Soral l'a compris. Et à sa manière, il propose aux descendants de l'immigration postcoloniale de devenir les vrais Français qu'ils rêvent d'être. Et un segment non négligeable de cette jeunesse y est sensible. Bien sûr, il pose ses conditions. La défense du drapeau et de la nation, un islam patriote et viril, mais ce faisant, il répond à un besoin social central. Et j'ajoute que c'est la meilleure offre que le champ politique blanc leur fait. Non pas que moi j'y adhère, mais force est de constater qu'aucune autre forme émanant du champ politique blanc ne leur est faite. De plus, cette offre, Soral la propose à l'issue de 30 années pas très glorieuses pour la gauche institutionnelle d'abord et radicale ensuite. Alors que s'est-il passé entre la génération des immigrés potentiellement mangeurs de porc mais arrimés à la gauche et les immigrés non mangeurs de porc mais dérivant vers la droite? Nous venons de fêter le 30e anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme, mais la fête n'a pas eu lieu. Les milieux autonomes de l'immigration ont raté l'anniversaire. Un anniversaire que nous aurions dû fêter en grande pompe parce qu'il célébrait l'entrée par effraction de l'immigration dans le champ politique blanc, parce qu'il célébrait le début de l'existence politique des Français postcoloniaux et parce qu'il célébrait les premiers coups de boutoir contre la République blanche et immaculée. Pourtant, certains milieux de l'immigration ont tenté, mais sans éclat. Pourtant, le PS a tenté, et en surfant sur l'affaire Taubira de l'automne dernier. Mais l'antiracisme moral, à la SOS Racisme, usé jusqu'à la corde, est à l'agonie. En effet, on assiste depuis 30 ans à la droitisation de la vie politique française. Conséquence, la plupart des représentants officiels de l'antiracisme suivent ce mouvement de droitisation et la plupart ont milité en faveur de la loi raciste sur les signes religieux. L'anniversaire légitime n'a donc pas eu lieu. L'anniversaire récupéré n'a pas eu lieu non plus. Mais les bougies ont bien été soufflées. Par qui? Par Dieudonné et Farid Abelrol. 30 ans après l'apparition spectaculaire des indigènes sur la scène politique française, en compagnie de leurs amis de gauche, nous revoici. Nouveau surgissement dans l'arène politique, toujours spectaculaire, toujours tonitruant, mais cette fois avec nos amis, non pas de gauche, non pas seulement de droite, mais d'extrême droite. J'appelle ça un bras d'honneur. Un grand merde à la gauche, ou si on veut une quenelle. Ce mouvement de balancier vers la droite est, contre toutes les apparences, un mouvement de libération. On se libère d'une étreinte qui nous a étouffés et même broyés. On a rarement vu un groupe vouer fidélité et loyauté éternelle à des organisations politiques qui ne servent pas ses intérêts. De ce point de vue-là, qui est un point de vue matérialiste, les populations issues de l'immigration et des quartiers n'ont aucune raison de rester fidèles à la gauche. Et ils ont raison. Leur tort n'est pas de se libérer de la gauche. Leur tort, c'est de passer d'un maître à un autre, de changer de tuteur. Leur tort ici, c'est de choisir la facilité, de fuir les sentiers de l'autonomie. Bien sûr, nous, au pire,
Nous savons qu'il est immoral et suicidaire de confondre gauche et droite, mais surtout de confondre gauche radicale et extrême droite. Nous savons que les uns ont organisé et organiseront dans le futur des ratonnades contre les Noirs et les Arabes, saccageront des mosquées, profaneront des cimetières et défendront la suprématie blanche. Et nous n'oublions pas que malgré son paternalisme, son islamophobie, son eurocentrisme et en un mot, son appartenance au champ politique blanc, la gauche radicale se projette dans des projets d'émancipation et qu'elle a toujours été aux côtés des sans-papiers et aux côtés des luttes de l'immigration face à l'impérialisme. Et donc, comme je le disais en préambule, parce qu'elle est le partenaire indispensable des indigènes, la gauche est leur adversaire premier. Ça, nous le savons, nous, au pire. Mais le pire, c'est le pire, et les organisations de l'immigration en général. Et les indigènes sociaux sont les indigènes sociaux. Pour la plupart, ils ne sont pas organisés parce qu'ils ont été abandonnés, et plus précisément parce qu'ils ont, d'une part, été exclus du champ politique blanc, et d'autre part, été empêchés de s'auto-organiser. Côté gauche institutionnelle, il y a eu le tournant libéral du PS de 81, l'avènement des idées molles, de l'humanisme abstrait, de l'antiracisme moral incarné par SOS Racisme, qui ont remplacé les idéologies frontales et irréductibles, la montée du Front National, la première et la seconde guerre du Golfe, les affaires du voile, puis les lois qui ont entériné le racisme d'État islamophobe, l'impunité policière. Il y a eu la casse des mouvements autonomes et la récupération systématique des élites de l'immigration. Le contrôle étatique des mosquées, la loi du 23 février 2005 reconnaissant l'œuvre positive française dans ses colonies, le soutien décomplexé à Israël et la poursuite de la France-Afrique. Côté gauche radicale, il y a eu une connivence et une complicité d'une partie de cette extrême gauche avec l'antiracisme moral, l'hostilité vis-à-vis des mouvements autonomes de l'immigration, une connivence et une complicité active avec l'islamophobie, une focalisation sur le fascisme au détriment du racisme structurel et de la critique de la suprématie blanche qui traverse la gauche radicale, une centralité de la Shoah au détriment de l'histoire coloniale et de l'esclavage, le clientélisme des quartiers, notamment avec les mairies PC, et ce que j'appelle l'antisionisme blanc, c'est-à-dire un antisionisme qui se solidarise des mouvements de résistance qui lui ressemblent, FPLP par exemple, et qui méprise les résistants qui ne lui ressemblent pas, le Hamas par exemple. Côté immigration et quartier, les émeutes de Vaux-en-Velin, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je disais côté gauche institutionnelle, côté gauche radicale et côté immigration et quartier, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Les émeutes de Vaux-en-Velin, dans les années 80, fin des années 80, celles de 2005, les discriminations raciales systémiques, un processus continu de paupérisation et de précarisation des quartiers, avec un taux de chômage 4 à 5 fois plus élevé, les fléaux de la drogue et du sida qui ont décimé des milliers d'enfants d'immigrés et traumatisé des milliers de familles, la continuation des crimes policiers, la systématisation des contrôles aux faciès, une violence islamophobe incroyable depuis le 11 septembre, des campagnes idéologiques d'une violence inouïe accusant les indigènes d'antisémitisme, de sexisme, d'homophobie, les accusant de produire de l'insécurité et de souiller l'identité nationale. Devant l'incapacité de la gauche institutionnelle et la gauche radicale à prendre en compte les revendications des quartiers, face au sabotage institutionnel contre l'organisation politique de ces mêmes quartiers, une partie non négligeable des descendants d'immigrés ont trouvé refuge dans un premier temps auprès de Tariq Ramadan, qui proposait une alternative à l'échec de l'intégration républicaine. En substance, il disait « Vous êtes pleinement français, mais vous n'avez pas à renoncer à vous-même. Luttez pour vos droits en tant que Français, mais défendez farouchement votre dignité qui n'est pas à vendre. » Je ne vais pas rappeler ici un souvenir fâcheux, douloureux et lourd de conséquences, l'accueil qui lui a été fait par la gauche, et plus précisément l'extrême gauche, alors qu'il a cherché en vain à se rapprocher du Forum social européen. Une guerre sans merci a été déclarée à Tariq Ramadan. À quelques exceptions près, rares sont ceux à la gauche de gauche ayant pris la peine de le défendre, et plus précisément de comprendre le potentiel politique qu'il représentait. Si j'ose dire, cette gauche n'a même pas su être opportuniste. En d'autres termes, elle n'a pas su être politique. Car pour prétendre combattre Tariq Ramadan, encore fallait-il une alternative à Tariq Ramadan. Que proposaient en échange ceux qui l'accusaient d'être un diable? Rien. Ou plutôt si. Il y avait deux types de propositions. L'une,
l'important, c'est la lutte des classes, ou encore, il faut faire confiance aux valeurs de la République. Vous comprendrez que je ne souhaite pas commenter ces propositions. Et comme il n'y a pas d'alternative à Tariq Ramadan, c'est en quelque sorte Dieudonné qui prendra sa place. Aujourd'hui, si l'on considère strictement l'offre politique incarnée par Dieudonné et Soral, c'est celle qui correspond au plus près au malaise existentiel et politique des deuxième et troisième générations. La reconnaissance d'une citoyenneté pleine et entière dans le cadre de l'État-nation, le respect de la personnalité musulmane avec les limites et les conditions posées par Soral, la désignation d'un ennemi, le juif en tant que juif et le juif en tant que sioniste, à la fois en tant qu'incarnation de l'impérialisme, mais aussi en tant que privilégié. Celui qui occupe une place de choix, c'est-à-dire le juif donc, en tant que juif, c'est celui qui occupe une place de choix dans le cœur des Blancs, place que les indigènes lui contestent. Car ils rêvent de devenir les favoris du prince, nous les indigènes, ils c'est nous. Mais sans remettre en cause la légitimité du dit prince, c'est-à-dire du blanc. Comme le dit Sadr Khiari, l'idéologie spontanée des indigènes, c'est l'intégrationnisme. Enfin, si Soral fonctionne, c'est aussi parce qu'il réhabilite la virilité arabo-musulmane, mise à mal par le colonialisme et le racisme. Et je n'ai pas rappelé ici un autre épisode douloureux, celui des ni putes ni soumises et des fémènes. N'oublions pas que ceux qui ont aujourd'hui 25 ans et qui forment le plus gros des bataillons du couple Dieudonné-Soral avaient entre 13 et 15 ans, le 11 septembre, lors de l'hystérie collective contre le voile et Tariq Ramadan, de l'apparition de ni putes ni soumises, des émeutes de 2005 et de la deuxième guerre du Golfe. Évidemment, tout cela laisse des traces. Faut-il blâmer cette jeunesse? Sont-ils des fascistes? Ma réponse est non. Non. Non, parce que les raisons de ces défections sont structurelles. S'il n'existe pas dans ce pays un vivier de militants politiques issus d'immigration chevronnés, formés, c'est que les espaces n'existaient pas ou sont trop précaires pour assurer la transmission de la mémoire, accumuler du savoir et capitaliser. Les luttes sont à l'image de la condition des immigrés, disparates, précaires et sans direction politique. Je ne les blâme pas. Je blâme ceux qui nous ont exclus de leur organisation au nom de l'unité de classe, et je blâme ceux qui ont empêché activement l'organisation autonome des immigrés. Enfin, je blâme, mais très gentiment, les militants de l'immigration qui n'ont pas su organiser leur unité, mais qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Il n'en reste pas moins que nous sommes aujourd'hui démunis. Je ne suis pas sûre qu'il faille paniquer devant ce mouvement de balancier qui semble entraîner une partie non négligeable des populations postcoloniales de la gauche vers la droite, voire l'extrême droite. Je ne dis pas que ce n'est pas préoccupant, je dis qu'il faut s'arrêter et réfléchir. Je dis aussi que c'est même peut-être une intervention divine pour pousser à une réflexion collective. J'ose ajouter, et forte de l'expérience passée en termes de ratage de rendez-vous, que c'est le moment ou jamais de faire de la politique. Et c'est ce que nous, pire, nous tentons de faire dans l'incompréhension générale. Je vous donne un exemple. Lorsque Manuel Valls a attaqué Dieudonné et que l'affaire a pris les proportions que vous connaissez, nous nous sommes retrouvés, nous pires, entre les feux croisés de deux groupes. De très nombreux indigènes, le premier groupe, c'est les indigènes, noirs et musulmans, qui exigeaient de nous que nous nous exprimions publiquement notre soutien à Dieudonné. L'autre groupe, c'était nos alliés blancs, qui exigeaient de nous que nous le condamnions définitivement. Or voilà, nous ne sommes pas des intégrationnistes. Et l'intégration par l'antisémitisme nous fait horreur. Au même titre que l'intégration par l'universalisme blanc ou le national-chauvinisme. Nous avons en horreur tout ce qui nous intègre, ou plutôt poursuit notre intégration dans la blanchité. L'antisémitisme étant pour nous un pur produit de l'Europe et de l'Occident. En tant que décoloniaux, il allait de soi que nous ne pouvions pas soutenir Dieudonné. Pour autant, nous ne pouvions pas condamner Dieudonné, à la manière blanche de gauche. Car il y a une dimension qui lui échappe à cette gauche et qui n'échappe à aucun indigène qui a un minimum de dignité. C'est ce que j'avais rappelé moi-même lors d'un entretien en 2012, donc bien avant cette affaire. J'ouvre les guillemets pour me citer toute seule.
Pour moi, Dieudonné n'est pas Soral, car Dieudonné est un indigène social. Je ne peux pas le traiter comme je traite Soral. Je suis en profond désaccord avec les choix politiques de Dieudonné, avec le fait qu'il ait été séduit par les thèses nationalistes de Soral et qu'il ne connaisse absolument rien à la Palestine, au sionisme, avec le fait qu'il soit allié avec l'extrême droite. Pour autant, j'ai des sentiments ambivalents. D'abord, je commencerai par dire que j'aime Dieudonné. Je l'aime comme l'aiment les indigènes. Je comprends pourquoi les indigènes l'aiment. Je l'aime parce qu'il a fait une chose importante en termes de dignité, de fierté indigène, de fierté noire. Il a refusé d'être un nègre domestique. Mais s'il n'a pas le bon logiciel politique dans la tête, même s'il n'a pas le bon logiciel politique dans la tête, il a une attitude de résistance. Et j'ajoute que bien avant la nature de ses alliés, donc ça la citation est terminée, donc j'ajoute que bien avant la nature de ses alliés, ce que voient les indigènes, c'est ça, un homme debout. On a trop été contraint à dire « oui, buana, oui, buana ». Et quand Dieudonné se lève, il guérit une blessure identitaire, celle qui est causée par le racisme et qui abîme la personnalité indigène. Ceux qui comprennent « Black is beautiful » ne peuvent pas ne pas comprendre cette dimension. Et je dis bien cette dimension de Dieudonné. Parce que nous refusons l'intégration par l'extrême droite et parce que nous nous identifions à cette posture de dignité représentée par Dieudonné, nous ne pouvions ni céder aux pressions indigènes, ni céder aux pressions blanches. Et nous avons évidemment exploré une troisième voie qui explicitait l'analyse que je viens de faire. Pour les Blancs, l'important c'était d'affirmer que Dieudonné était un fasciste. Mais pour nous, l'important était de dire que Dieudonné était le produit du champ politique blanc, et plus exactement de la gauche et de ce renoncement. Et pour cette raison, parce que nous l'avons dit, nous avons été boycottés. Mon but ici n'est pas de me lamenter. Je veux surtout souligner que si nous avons été boycottés par la gauche, nous avons aussi et surtout été boycottés par l'extrême droite. Les amis fachos de Dieudonné et Soral, eux, ont compris que nous n'étions pas leurs amis. Nous ne pouvons que déplorer que la gauche radicale ne s'en aperçoive pas. En revanche, nous avons réussi à faire symboliquement ce que tout mouvement d'immigration doit faire, rassembler l'opinion indigène. Et effectivement, nous avons satisfait les nôtres, même les plus dieudonistes, parce que nous n'avons pas, excusez-moi du terme, baissé notre froc. Nous sommes restés, pour paraphraser Césaire, des indigènes fondamentaux. Et nous avons rassemblé notre camp dans cette conjoncture. Nous avons réussi à le faire, en tout cas l'opinion, ce qui prouve que les indigènes de France ne sont pas de droite ou d'extrême droite. Ils ont juste besoin d'un projet politique. À ce stade, j'aimerais simplement dire que nous avons, vous et nous, quand je dis vous, je parle à la gauche et à ses représentants dans la salle, et nous, des tâches respectives. Nous, pire, ou toute organisation des immigrations et des quartiers, nous devons organiser les indigènes dans l'autonomie. Et vous, développer ce que Sadri Riari appelle un internationalisme domestique. Comprendre qu'une fraction de l'empire colonial est aujourd'hui au sein de l'Hexagone, que la fracture coloniale raciale est un clivage structurel interne à la métropole et que l'heure n'est pas à la solidarité avec les immigrés et leurs enfants, mais à la construction d'alliances qui respectent nos autonomies respectives. Il faut nous penser comme des alliés, non comme une population à sauver, mais comme un groupe participant de l'émancipation collective et donc de l'émancipation des Blancs. Mais pour cela, nous accepter comme nous sommes, pas forcément clairs sur beaucoup de sujets, le capitalisme, la lutte des classes, les femmes, les homos, les juifs. Car nous sommes racialement et socialement dominés, c'est-à-dire nous accepter en tant que tels. Comme tout groupe, nous sommes traversés par 1000 contradictions. Celles-ci doivent se résoudre de manière dialectique au sein de grands ensembles ayant défini un ennemi principal, commun et respectant les espaces-temps de chacun. Il va de soi que le projet qui nous rassemble, ce doit être un projet de justice radicale pour tous, un projet généreux, un projet d'émancipation humaine. Et pour atteindre cet objectif, qui est noble, il faudra se décider à se salir les mains.
C'est ce à quoi nous invite C.L.R. James, que je vais citer, et ce sera ma conclusion. C.L.R. James, l'auteur des Jacobins noirs. Les mouvements qui cherchent à faire sortir les Juifs de Harlem ou du quartier sud ont une solide base de classe. Ils constituent les réactions du nègre revanchard qui cherche un secours économique et quelques remèdes à son orgueil de race humiliée. Que ces sentiments puissent être exploités par des idiots fanatiques, des nègres antisémites ou nègres affairistes, cela ne saurait changer leur base fondamentalement progressive. Cet aspect progressif ne peut en aucune façon être confondu avec l'insatisfaction de la petite bourgeoisie blanche démoralisée qui cherche un refuge dans le fascisme. La réaction américaine peut financer et financera probablement ou encouragera quelques-uns de ces mouvements afin d'alimenter la malveillance. Mais les nègres sont des prolétaires, des semi-prolétaires et des paysans dans leur composition sociale. Le cours général de l'histoire américaine est tel que tout mouvement fasciste, d'étendue nationale, aussi déguisé soit-il, sera obligé d'attaquer la lutte des nègres pour l'égalité. Je vous remercie. Ce qui est bien, c'est qu'on est collégialement. On est un peu co-chef. Ouais, mais ça s'est super bien passé. On se connaissait quasiment pas, on était 10 ans, on était sur le même laboratoire de Nancy. Je connaissais quasiment pas. Paul Gilbert, qui est un membre du comité d'organisation de la fédération civile. Voilà. Et ça, Bon, moi j'arrive. C'est ça que comme de plus en plus intéressant. Ah bah, c'est pas difficile, c'est le dernier endroit où on pense. Ça c'est clair. Parce que c'est pas dans les sciences sociales que sans dire quelque chose. Et là que ça se passe. C'est un peu dramatique hein, quand on y pense. Enfin, voilà. Il y a un film politique qui était marqué, ça n'a jamais coûté cher. Oui. Oui, c'est vrai. Non, tout ce qui se fait d'intéressant, c'est vraiment en philo. Ouais, ok. Moi je vais rester sur le côté, je peux faire aussi. Ah oui, ça marche. Oui.